je ne me trompe pas, vous êtes adjointe à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Gironde. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce poste aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours? Alors, je n'ai pas toujours été dans l'enseignement, puisque j'ai commencé par une école de commerce et j'ai passé 10 ans dans le secteur bancaire à différents postes, notamment la formation et le marketing, mais des fonctions commerciales aussi. Et puis ensuite, je suis devenue par véritable choix professeure des écoles dans le premier degré. Par la suite, assez rapidement, j'ai été en charge de mettre en œuvre, de créer et de mettre en œuvre le dispositif de formation initiale des professeurs en alternance dans le cadre de la loi Payon pour l'ISFEC Aquitaine, c'est l'Institut de formation de l'enseignement catholique en Aquitaine. Et puis, je suis donc, je suis devenue adjointe de la directrice de l'enseignement catholique de Gironde depuis plusieurs années. Quelles ont été vos missions à ce poste-là? Alors, à ce poste-là, j'ai plusieurs missions. J'ai la formation des acteurs de l'éducation, donc le développement professionnel, on va dire, des personnes, des enseignants, des chefs d'établissement. Ensuite, j'ai le domaine de la gestion des moyens académiques, les ouvertures ou fermetures de classes, négociations académiques. Et puis, il y a aussi donc toute la partie développement de l'innovation et l'accompagnement en particulier de certains établissements sur toutes les questions liées à un établissement qui vont de la pédagogie à l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les innovations en matière pédagogique? Quelles sont les opportunités pour les établissements? Quels sont peut-être aussi les obstacles, les difficultés à surmonter pour appliquer ces innovations? Alors, les établissements... moi, j'ai l'impression que les établissements fourmillent d'idées ou d'innovations, de pratiques innovantes et dynamiques dans les établissements, soit sous l'impulsion d'un chef d'établissement, soit énormément à l'initiative d'enseignants, d'équipes d'enseignants qui se démènent au quotidien et dans leur vie personnelle pour développer de quoi motiver les élèves, puisque la préoccupation, c'est la motivation des élèves, la gestion grâce à la motivation et au progrès des élèves de gros groupes classes. Et puis renouveler ces pratiques, parce que quand vous travaillez dans l'enseignement depuis des années, vous renouvelez vos pratiques, sinon vous vous ennuyez, et c'est pas le caractère d'un enseignant. Voilà. Donc ce que l'on voit, c'est beaucoup d'initiatives de feu allumé comme ceci. Et ce qu'on peut faire au niveau d'une direction diocésaine, je pense, c'est d'abord valoriser ces pratiques, puisque c'est un métier où la valorisation par l'humain est très importante. Je pense, et permettre aux chefs d'établissement de mettre en œuvre un pilotage qui va favoriser les propagations de ces innovations entre les classes, de manière à construire un véritable projet d'établissement fort, qui vit, qui est efficace et qui est communiqué aux parents, aux familles, et voilà. Donc voilà, je crois beaucoup à tout ça. Je crois à cet accompagnement de l'innovation de manière à la fois valoriser les équipes, mesurer les progrès des élèves, les communiquer, et puis aussi accompagner à l'organisation par la rigueur et la méthode. On pratique d'ailleurs des méthodologies de recherche-action. Ça permet de ressourcer les équipes et d'amener une rigueur méthodologique qui va permettre de ne pas épuiser aussi les équipes qui sont souvent, quand elles sont innovantes, vont travailler jour et nuit et impliquer toute leur vie personnelle dans le travail pour leur classe. Mais la question, c'est de durer avec énormément d'élèves, des enfants et des jeunes qui évoluent, donc qui ont besoin de bouger, qui sont dynamiques dans les classes, mais qui posent des tas de questions quand même de gestion du groupe. Ensuite, voilà. Donc,
faire attention à la force vive de l'éducation, c'est-à-dire aux enseignants et aux chefs d'établissement, c'est leur permettre de trouver un lieu pour discuter, pour construire les innovations avec rigueur, méthodologie, hiérarchiser les priorités, faire des choix et amener leurs projets à se réaliser, sans s'essouffler. Vous êtes dans un diocèse où l'enseignement catholique tient une place importante, près de la moitié des élèves, je crois, de l'académie de Bordeaux. Alors, le diocèse de Gironde représente 45% de l'académie de Bordeaux au niveau de l'enseignement catholique. Au niveau de l'enseignement, en Gironde, l'enseignement catholique correspond à entre 12 et 15%. Voilà, c'est la part à peu près. Voilà. En tout cas, l'enseignement catholique est important et on en a parlé un petit peu avant. Il y a une pression démographique réelle oui. dans ce diocèse qui se répercute notamment en termes concrets au niveau des classes, sur le nombre d'élèves. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui s'offrent aux chefs d'établissement pour faire face à cet enjeu qui est celui d'avoir une classe de 30-35 élèves, parfois dès la primaire, ce qui pose évidemment des problèmes pédagogiques. Oui, absolument. Donc des problèmes, alors ce sont des problèmes, on va dire, confortables, puisqu'on a pas de problème de recrutement d'élèves, de familles. Beaucoup nous font confiance, c'est très bien. De manière à garder la qualité pour tous et amener chaque enfant à progresser, il faut être expert là dans la pédagogie et la gestion du groupe classe pour garder une sérénité. Bon, la question pédagogique, elle peut pas être détachée des autres questions qui sont les questions de l'espace classe et du temps scolaire qui ont besoin d'être réfléchies aussi. Tout ça sous le pilotage du chef d'établissement. Vous voyez que là, il y a une organisation globale qui doit se mettre en place. La pédagogie en fait partie, mais ce n'est pas la seule réponse à cela. Alors, en termes de pédagogie, oui, il y a des tas de solutions possibles. La question, c'est de garantir la gestion de gros groupes tout en s'occupant de l'individuel pour l'enfant et de savoir accueillir des élèves qui ont des troubles particuliers qu'on accueille aussi de plus en plus. Des troubles du comportement, mais des troubles de l'apprentissage, des troubles 10. Bon, pour cela, il y a des formations pour les professeurs, mais il y a énormément de méthodologies et de méthodologies pédagogiques à appliquer. Bon, il y a tellement de possibilités qu'on ne va pas les énumérer. Je pense que ce qui est très important, c'est encore une fois le pilotage par le chef d'établissement, c'est que les enseignants se sentent soutenus par le chef d'établissement, que le chef d'établissement donne des informations aux enseignants et leur permette de se former, leur arrive autant que possible à coordonner dans l'emploi du temps des espaces de travail entre enseignants pour que les enseignants puissent se coordonner, échanger, que la parole soit libre et soit équitable, en confiance, pour que chacun puisse exprimer ses craintes, ses freins et qu'on puisse trouver des solutions. Voilà, je crois que ça, c'est de l'ordre de l'organisation du management d'un chef d'établissement. Il y a plusieurs ingrédients pour que ça se fasse bien. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les enseignants, naturellement, ont des initiatives. Le rôle, il me semble, d'un chef d'établissement, c'est de les amener à ce que la mayonnaise prenne. Donc, leur amener du temps et un espace de travail qui n'est pas leur classe et qui n'est pas entre deux portes. On travaille beaucoup dans l'enseignement, entre deux portes, dans un couloir, on se dit des choses de l'ordre de l'informel. Pour un chef d'établissement, la question, ça va être de formaliser un lieu de travail collaboratif et de l'organiser avec une certaine rigueur, de manière à amener une information choisie, sélectionnée, qui est l'information, alors peut-être issue de la recherche ou de lecture choisie, qui va permettre à l'enseignant d'accéder très rapidement, du coup, à une sélection de lectures ciblées sur les pratiques efficaces, ce que l'on sait de la recherche du moment et des enjeux actuels ou d'avenir. À partir de là,
si le chef d'établissement donne cette information dans un espace choisi, un temps choisi de travail, et que la relation de confiance se fait si bien que tout le monde à l'horizontale peut exprimer ses craintes, ses peurs et ses envies aussi, on organise tout cela et on travaille en gestion de projet. Donc on fait un rétro-planning, on se voit régulièrement, on se donne des objectifs et on avance tranquillement de manière à ce que les choses soient réalisables et que de l'intuition d'innovation qu'on avait, on arrive à développer un projet d'établissement qui soit accessible sans que tout le monde soit ventre à terre une fois réalisé, bien parce sûr, que les équipes sinon sont épuisées. C'est pas du tout le but. Au contraire, moi j'ai des tas d'exemples qui montrent qu'en procédant avec cette méthode, au lieu d'être épuisées, les équipes respirent mieux, sont plus motivées, sont plus valorisées et ont envie d'enchaîner sur d'autres projets et savent que c'est réalisable. Voilà. Aller au bout d'un projet, c'est aller au bout en termes de communication. Et donc, pour un chef d'établissement, ça va être d'aller jusqu'à la communication de l'efficacité du projet. Non pas, on a fait un projet innovant, on est content, et on sent que c'est bien pour tout le monde, mais la mesure de l'impact en termes d'apprentissage, il y a des chiffres pour ça, on mesure, donc du factuel pour mesurer les résultats des élèves. On communique auprès des parents de manière professionnelle et on communique dans son réseau. Voilà. Je crois qu'il y a aussi ça qui est à toucher du doigt, c'est que un enseignant innovant et qui sait développer un projet pour sa classe a tendance à le garder dans sa classe, non pas par égoïsme, mais par pudeur, pour ne pas faire un excès de zèle. Voilà. Lutter contre l'autocensure. Et oui. Et en fait, le chef d'établissement aura tout à gagner par une sensibilité, une observation, une écoute de son équipe, déceler l'enseignant qui a ce profil et arriver par de la confiance, par de l'information et de la valorisation, à ce qui s'ouvre. Il ouvre les portes de sa classe et qu'il puisse communiquer des compétences réelles qu'il a avec le reste de son équipe, voire même avec un réseau d'établissements. Alors, on a bien compris que le chef d'établissement est une personne clé qui est à la fois un pédagogue et un manager. Et c'est toute la beauté et la difficulté de ce poste. Vous avez évoqué quelque chose de très important sur lequel je voulais revenir, qui est la difficulté, ou l'enjeu en tout cas, de différencier sans marginaliser, dans le cadre d'une école qui se veut toujours plus inclusive. Quelles sont les solutions aujourd'hui qui permettent de relever ce défi ? Pour différencier les pratiques pédagogiques sans marginaliser les élèves, sans stigmatiser et sans déterminer. Alors, oui, c'est compliqué, c'est assez compliqué. Déjà, différencier, c'est pointer qu'il y a des différences. Pointer qu'il y a des différences, c'est déjà pointer qu'il y a du plus et du moins. Je veux dire par là qu'on a identifié des compétences et des niveaux d'élèves et qu'on souhaite amener tous les élèves au meilleur niveau. Donc déjà, intrinsèquement, c'est d'avoir une exigence pour tous, y compris pour ceux qui sont le plus en difficulté, avoir l'exigence des meilleurs. Et ça, c'est déjà fort. Bon, et je pense que c'est très important de ne pas perdre ça de vue et de garder toute l'exigence, même si on a des élèves qui ont des difficultés, un public très divers, garder la meilleure espérance et la meilleure exigence, la plus forte exigence pour tous. Voilà. Y croire, méthode Coué, on y croit et c'est très porteur. Ensuite, en termes de différenciation pédagogique, c'est donc pointer des différences en termes de compétences. Et en termes de compétences, là, nous avons des compétences qui sont formulées dans les programmes comme des compétences disciplinaires ou des compétences transversales qui appartiennent au programme de l'éducation nationale. Bon, les enseignants ont l'habitude de travailler là-dessus et de faire de la différenciation là-dessus. On voudrait faire entrer d'autres compétences qui ne sont pas
tout à fait encore et clairement écrites dans les programmes. Lesquels? Ce sont les compétences du 21e siècle. Les compétences d'empathie, de leadership, de collaboration et de coopération, voilà, de créativité. Si on les fait rentrer, d'abord, ça permet de raccrocher des élèves décrocheurs en termes disciplinaires, peut-être qu'ils sont très créatifs ou qu'ils ont un leadership fabuleux en compétences intrapersonnelles, mais que par l'interpersonnel, on les empêche. Ouais. Alors, bon, voilà. Donc, dans la différenciation pédagogique, qu'est-ce qu'on fait de ce leadership-là? Et ça veut dire aussi que si on fait rentrer ces compétences-là, on va les considérer, on va peut-être montrer qu'il y a là du point fort, même si en compétences disciplinaires, il y a des points un peu moins forts, vous voyez. Et on fait jouer dans la différenciation pédagogique toujours des critères de réussite, vous voyez. Un enseignant, un pédagogue, s'il fait de la différenciation pédagogique, il va voilà, je peut-être pas rentrer dans les détails techniques des obstacles didactiques, de la décomposition. Oui. Mais bon, ce qui est important, c'est de prendre tout le panel des compétences et de travailler en différenciation pédagogique sur toutes les compétences de manière à pointer les progrès qui restent à faire, mais les réussites qui sont là et qui sont bien là, y compris dans les compétences qui sont pas strictement celles du programme, mais des compétences du 21e siècle. Si je résume, voir la personne derrière l'élève, constamment. Alors, on voit la personne derrière l'élève, l'enseignant, il voit la personne derrière l'élève. Je crois que c'est pas tant ça la question, c'est de voir des compétences qui sont les compétences on parle d'employabilité ensuite, hein, il faut, voilà, même à l'école primaire, alors qu'on est loin de l'âge d'aller chercher un emploi, je veux dire, la prise de parole en public, l'éloquence, on commence à la travailler en maternelle par l'enrichissement du vocabulaire, par la prise de parole et ensuite à l'école primaire. On n'attend pas qu'il y ait un bac avec une épreuve sur l'éloquence pour travailler l'éloquence dans les 2 dernières années du lycée. C'est une posture. Et ça passe par le corps aussi, la position corporelle. Donc, cette question de l'éloquence, elle n'est pas qu'à travailler en français. Et voilà, c'est mon avis. Donc oui, il y a la personne, mais il y a vraiment des compétences particulières à travailler. Merci beaucoup. Je vous en prie.